consacré justement à cette plainte, ou du moins aux premières décisions rendues par la Cour internationale de justice. Les mesures provisoires jusqu'ici réclamées par la haute juridiction des Nations Unies. On se souvient de cette décision rendue le 26 janvier dernier, exigeant entre autres de la part notamment d'Israël de prendre, du moins de mettre tout en œuvre pour prévenir tout acte de génocide du côté de la Palestine. Eh bien, pour l'heure, rien n'a été suivi des faits. L'Afrique du Sud a d'ailleurs fait une sortie cette semaine pour dénoncer le fait que du côté de Gaza, les tueries se poursuivent et selon d'ailleurs un bilan officiel rendu public, on parle de plus de 700 civils tués à Gaza depuis la décision de la Cour internationale de justice. Ce sombre tableau doit-il nécessairement, Dr Sango, remettre en cause les décisions de la Cour internationale de justice alors que la semaine dernière, au moment du verdict, entre autres, Pretoria saluait déjà une victoire sur le droit, pour le droit international. Mais juste après, Israël ne s'est pas plié à toutes les exigences de la Cour internationale de justice. Est-ce que clairement aujourd'hui, les événements juste après peuvent remettre en cause la crédibilité même de cette institution, du moins de cette haute juridiction des Nations Unies? Oui, je pense que la décision en elle-même était déjà, à mon avis, salvatrice, parce que la CIJ, malgré les pesanteurs qui caractérisent aujourd'hui cette institution et le système international, a quand même démontré que Israël est en train de commettre des massacres en Palestine. Donc, en ce sens-là, la décision était très bonne. À mon avis, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que la CIJ, en réalité, n'est pas dotée des mécanismes contraignants d'applicabilité de ces décisions. D'accord? C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que on parler de mécanismes contraignants, justement, pour mettre en application ces décisions. Absolument, tout à fait. On voit que cette institution-là a peut-être le droit de prendre des décisions, mais n'a pas le pouvoir et la capacité d'accompagner ces décisions sur le terrain. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Et je pense que cela avait été fait à dessein. Parce qu'il faut lire la CIJ en rapport avec ce dessin du monde qui avait été opéré à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'avènement de l'ONU qui a suppléé à la SDN. Vous savez que c'est ceux qui, entre guillemets, dirigent le monde aujourd'hui et qui ont défini ces institutions-là, qui sur le plan opérationnel ne sont pas des institutions internationales à proprement parler, parce que c'est des institutions, n'est-ce pas, d'une catégorie d'États utilisées pour sauvegarder leurs intérêts sur le terrain. Et c'est en cela que nous disons que Israël aujourd'hui peut se donner le pouvoir parce qu'il sait qu'il est dans le bon camp. Il est dans le camp des puissants. Il est dans le camp, n'est-ce pas, des forts. Et parce que malgré l'hypocrisie internationale des pays comme les États-Unis, qui un jour soutiennent, n'est-ce pas, ici, la Palestine et l'autre jour soutiennent les États-Unis sont, n'est-ce pas, ici, le parent d'Israël. Du moins, Israël est l'orbite et l'œil de ces États-là dans cette sous-région du Hamas aujourd'hui, qui est une sous-région densément riche. Parce que derrière cette guerre-là, il faut également prendre en considération les ressources naturelles et les matières premières. D'accord? Donc, cette guerre-là est également une guerre économique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce que nous disons en tant qu'internationalistes, c'est que le système international doit se réformer fondamentalement pour s'adapter à la nouvelle réalité. Tant que ce système-là va continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui, Israël ne va jamais, mais alors jamais arrêter sa politique de colonisation vis-à-vis de la Palestine. Les États africains comme l'Afrique du Sud par exemple, en dépit de ses efforts, n'aboutira jamais à une solution. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de travailler pour qu'il y ait l'avènement d'un nouveau système international qui sera cette fois-ci confronté aux réalités de la souveraineté des États. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc moi je pense que
les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, parce que lorsque vous voyez l'ONU qui a été mis sur pied juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui avait pour objectif maximaliste de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, a lamentablement échoué lorsque vous voyez les crises que nous vivons aujourd'hui à travers le monde. Puisque cette guerre israélo-palestinienne, elle est née juste 2 ans après la création de l'ONU. Et jusqu'aujourd'hui, l'ONU n'a pas réussi à trouver une solution de résolution à cette crise-là. Donc, ne serait-ce que en prenant cet indicateur de cette guerre israélo-palestinienne, on peut déjà comprendre que l'ONU a échoué et qu'il est important qu'on la remplace, ou du moins qu'on la réforme pour l'adapter à la nouvelle donne. Et cette réforme-là ne va pas se faire, d'accord, sans effort. Cette refonte-là doit s'opérer à travers ce que j'appelle la configuration des rapports de force sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les BRICS sont en train de mettre en difficulté ou alors sont en train de pousser les turiféraires de ces institutions internationales à faire des réformes. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en train de miroiter à l'Afrique un siège au Conseil de sécurité. Oui. Ce qui est du saupoudrage. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'en réalité, sur le terrain, il y a un rapport de force équivalent qui est en train de naître. Donc, ce saupoudrage de réformes qu'ils font, c'est pour essayer de capter encore l'adhésion à ces institutions-là. Il faut donc dire non. Il faut qu'on travaille, qu'on aille au-delà pour que cette institution-là fasse des réformes profondes qui consisteront à résoudre ces problèmes que nous vivons à travers le monde. Donc, la guerre israélo-palestinienne, c'est l'échec du système international qui est aujourd'hui à la solde d'une catégorie d'États qui l'utilise pour satisfaire ses intérêts sur le plan international. Merci à vous, Dr Sango. On poursuit notre tour de table avec vous, Dr Yom Timba. Entre autres arguments, raisons avancées par certains pour justifier l'attitude d'Israël aujourd'hui, malgré la décision de la justice internationale, c'est que c'est un pays comme l'Afrique du Sud, c'est-à-dire c'est un pays lointain, c'est un pays africain. D'ailleurs, certains estiment que ils attendaient l'Afrique du Sud sur d'autres lorsqu'il s'agissait des cas qui concernaient l'Afrique. Alors, Israël étant considéré comme parmi ces pays-là qui dirigent aujourd'hui le monde, donc cette justice internationale, il serait difficile pour ce pays, effectivement, de se plier à une exigence d'un tribunal comme la CIJ, de surcroît, qui a été saisi par un pays africain qui est l'Afrique du Sud. Je pense qu'il y a 2 préalables qu'il faut éclaircir. Parce que j'ai effectivement ouï dire beaucoup de choses sur pourquoi l'Afrique du Sud s'en est mêlée, etc. Nous devons faire très très attention dans ce combat panafricaniste. C'est un combat qui nous demande beaucoup de culture générale. Et